Bonjour à tous, je suis très heureux de commencer cette nouvelle plénière avec vous sur le thème des IST. Je commodère cette plénière avec mon collègue et ami Romain Palich et nous avons deux mini-lectures pour commencer et puis trois présentations orales. La première mini-lecture est consacrée aux méthodes de prévention comportementale et biomédicale des IST. Elle sera faite par le docteur Martin Siguier, qui est un jeune médecin brillant dont vous entendrez sûrement parler dans les années à venir. Il est très impliqué dans la prévention des IST et de la transmission du VIH, notamment à travers la PrEP. Il est praticien hospitalier à l'hôpital Tenon et il va nous faire cette première mini-lecture. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en direct live sur le chat et je les retransmettrai à la fin de la présentation de Martin pour qu'on puisse en discuter. Martin, on y va, c'est à toi. Go. Bonjour à tous, je suis Martin Siguier, je suis infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Je voulais tout d'abord remercier toute l'équipe de l'AFRAVI de m'avoir demandé de traiter du vaste sujet de la prévention des infections sexuellement transmissibles et vous dire que je regrettais de ne pas être en vrai avec vous. Alors, si on parle d'infections sexuellement transmissibles et de sa prévention biomédicale et comportementale, voici mes liens d'intérêt. Il faut en premier parler d'épidémiologie pour montrer que ça reste un problème mondial de santé publique, avec plus d'1 million de contaminations au VIH et aux hépatites virales chaque année, des chiffres extrêmement importants d'infections sexuellement transmissibles bactériennes, et puis, pour ne pas l'oublier, une estimation faite chez les 15-24 ans aux États-Unis de 14 millions de nouvelles infections au papillomavirus. On ne peut pas parler de prévention biomédicale des IST sans parler du VIH. Sur la droite, cette figure très bien faite qui montre tout ce qui est à l'étude actuellement, et c'est une figure assez récente, et puis nous allons en parler par la suite. Alors, pour le VIH, la PrEP par l'association Tenofovir Tricitabine, qui a fait ses preuves, notamment j'ai fait un peu de chauvinisme sur les dernières données d'Île-de-France, avec des données qui montrent une incidence, que ce soit dans le groupe continu ou à la demande, à quasiment 0 et un impact en vie réelle, puisqu'on avait en 2018 une diminution de 16% du nombre de nouvelles infections diagnostiquées au VIH. À Londres, c'est la même chose, dans une clinique communautaire qui s'occupe principalement d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, à taux de dépistage constant. Nous avons, dès début 2016, un décrochage du nombre de nouvelles infections par le VIH, probablement dû au déploiement de la PrEP. Alors, puisque nous sommes sur la PrEP orale, nous allons parler d'islatravir, qui est un inhibiteur de la translocation de la transcriptase inverse. Et il faut savoir qu'il y a une étude qui va commencer, qui va comparer un comprimé mensuel d'islatravir versus un comprimé quotidien de l'association TDF-FTC, ce qui sera très intéressant, notamment chez les gens qui ont un problème d'observance. Et puis, dans un futur plus lointain, les implants imprégnés d'islatravir, il y a des données qui ont été montrées à l'IAS en 2019 et qui montrent qu'un implant d'islatravir délivre pendant plus d'1 an des doses qui sont au-dessus du seuil de protection contre le VIH. Si nous restons sur les antirétroviraux, mais injectables cette fois-ci, le cabotegravir, cet anti-intégrase qu'on connaît dans le traitement du VIH, eh bien, il y a 2 essais très intéressants qui sont HPTN 083 et HPTN 084 qui ont comparé l'injection tous les 2 mois de cabotegravir, injection intramusculaire, par rapport au Truvada, enfin à l'association TDF-FTC quotidienne. Alors là, nous sommes chez les HSH et nous avons en bleu le TDF-FTC et en orange le cabotegravir avec une diminution dans le groupe cabotegravir de 66% du risque d'infection par le VIH, probablement dû à une meilleure observance et c'était le but attendu. Les résultats chez les femmes, HPTN 084, sont attendus. Alors, une autre méthode très intéressante, les anneaux imprégnés de dapivirine. Les résultats les plus récents que nous avons, ce sont les résultats de l'étude HOPE qui ont été montrés en 2019 à l'IAS, avec une diminution de l'incidence attendue de 39%, excusez-moi. Effectivement, dans le groupe placebo de l'étude Aspire, qui était en fait l'étude randomisée fermée qui testait les anneaux de dapivirine, on avait une incidence à 4,4% patient année.
Et là, dans l'étude HOPE, qui est l'étude ouverte, nous avons une incidence à 2,7. C'est d'autant plus intéressant que durant l'étude HOPE, l'acceptabilité des anneaux vaginaux était stable et très bonne tout au long du suivi. Ce tableau qui résume à la fois les méthodes et les molécules utilisées en PrEP, des choses très intéressantes dans les méthodes, des patchs, des films vaginaux, et puis dans les associations PrEP-contraception notamment. Alors, si l'on parle des vaccins, c'est vrai que pour les vaccins préventifs du VIH, toutes les études jusque-là ont été arrêtées prématurément pour une efficacité. Il nous reste actuellement l'étude HVTN 706 chez les HSH qui est en cours d'inclusion. Mais finalement, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai mis dans l'encadré rouge, c'est qu'il y a plein d'associations de timing de vaccination, d'adjuvants, de vecteurs qui sont à l'essai en phase notamment 1 et 1-2. Et donc, ça veut dire que tout ça va arriver probablement en phase 3 et 4. Et donc, l'espoir n'est évidemment pas perdu pour la vaccination, qui serait évidemment une des solutions les meilleures dans la prévention du VIH. Autre chose assez novatrice et intéressante, excusez-moi, les anticorps neutralisants. Alors, un petit rappel sur le schéma du principe d'action. C'est un anticorps qui va se mettre entre le VIH et son récepteur sur la cellule pour empêcher l'infection. Et là, on a 2 études en cours chez les femmes et chez les HSH en Afrique, HVTN 703 et HVTN 704. Voilà. Alors, si on passe aux hépatites virales, les hépatites virales, hépatite B, meilleur moyen de prévention, la vaccination. Une diapositive de l'OMS qui montre de très bons taux de couverture vaccinale sur tous les continents. Et donc, il faut évidemment favoriser les campagnes de vaccination pour prévenir de manière efficace l'hépatite B. Hépatite A, dans les pays où il n'y a pas d'hyperendémie ou d'endémie de l'hépatite A, le meilleur moyen de prévention reste la vaccination des populations à risque. On pense souvent au HSH, mais il faut aussi penser aux populations précaires, puisqu'on a pu voir récemment des clusters d'infection dans des populations de SDF aux États-Unis. Et puis l'hépatite C, on n'a pas vraiment de prévention biomédicale pour l'instant. Je crois qu'il faut qu'on se pose la question quand les tarifs des traitements auront diminué, de PrEP ou de prophylaxie post-exposition, là aussi ciblée dans les populations à risque. Si on parle du gonocoque, une méthode de prévention biomédicale très intéressante qui serait la vaccination contre le méningocoque B. Il faut savoir qu'il y a une homologie de séquence entre le gonocoque et le méningocoque B, qui sont tous deux des Neisseria. Et cette étude a été faite au Canada, où il y a eu une campagne de vaccination chez les adolescents contre le méningo B. Et on voit dans le cadre rouge, ce qu'il faut regarder, c'est les plots grisés, qu'il y a eu après cette campagne de vaccination chez les adolescents, une diminution du nombre d'infections par le gonocoque. À ce titre-là, il y a une étude qui va être faite, pour exemple, en France, chez les PrEPeurs, en Île-de-France, soutenue par la NRS, et qui va avoir un bras qui évaluera cette vaccination avec un effet croisé sur le gonocoque. Alors, contre chlamydia et la syphilis, des choses très intéressantes, une sous-étude de l'étude Hypergay qui a testé la prophylaxie post-exposition par doxycycline. On donnait de la doxycycline dans les 48 heures après un rapport à risque. J'en profite pour vous rappeler que tous les rapports sexuels sont à risque d'infection par la syphilis ou chlamydia trachomatis. Et on a eu des résultats très intéressants, notamment sur les chlamydia et la syphilis. Ça ne marche pas sur le monocoque, avec en rouge sans prophylaxie post-exposition et en bleu avec. Et on voit une diminution de la survenue de la première infection. Les questions qui restent en suspens sont bien sûr la survenue d'infections résistantes, la sélection de germes résistants dans le tube digestif. Et à ce titre-là, voilà, toutes les études sur ce tableau qui sont en cours vont être mises en place pour répondre à ces questions, d'une part d'efficacité et aussi de tolérance et disons, microbiologique au niveau du microbiote. Si on parle de l'HPV, la vaccination, ça c'est une méta-analyse qui a été faite par la Cochrane chez les jeunes filles qui n'avaient jamais été infectées par l'HPV et ça regarde la survenue de lésions au moins de dysplasie de niveau CIN2 au niveau du col utérin avec des données qui sont très en faveur de la vaccination
et on attend des données dans d'autres populations, éventuellement pour élargir les âges de vaccination, savoir si on peut vacciner de manière efficace des gens qui auraient déjà rencontré l'HPV à de multiples reprises. Et puis, n'oublions pas les méthodes classiques qui sont évidemment la base de la prévention combinée, le préservatif masculin, le préservatif féminin et le dépistage et le traitement, quand c'est possible, des IST, ce qui passe par un accès aux soins facilité, par exemple par des colis envoyés à la maison pour les dépistages des infections sexuellement transmissibles. Si on parle de prévention comportementale, j'étais très intéressé de faire cette présentation parce que ce n'est pas mon domaine et je crois qu'en regardant la littérature, on peut tirer quelques principes qui sont que la prévention comportementale doit être adaptée à la population et à la culture du pays où on la fait. Il n'y a pas de recette miracle et donc ça, c'est très important et ça permet aussi d'élaborer des méthodes, on le verra plus tard, très novatrices. Nous avons l'éducation qui joue un rôle fondamental dans cette prévention comportementale et qui peut commencer dès le plus jeune âge de manière adaptée à la santé puis à la santé sexuelle. La prise en charge sociale, on en parlait juste avant, l'accès aux soins, la précarité qui est un facteur de risque évidemment d'infection sexuellement transmissible. La prévention et la prise en charge des violences sexuelles qui sont un facteur de contamination et qui, à mon avis, est indissociable de la prévention des IST. Le soin des comorbidités, notamment les pathologies psychiatriques, l'utilisation de drogues en contexte sexuel, qui sont des facteurs favorisant les infections sexuellement transmissibles. Et puis la diminution du stigma. On n'ira jamais se faire dépister si on craint des réactions violentes ou de rejet suite au diagnostic du VIH, par exemple. Alors après ces généralités, une petite diapo qui montre la part croissante des nouveaux outils, on va dire virtuels de prévention, avec en vert les interventions sur le web, en orange les smartphones. Et je crois qu'il faut vraiment se saisir des nouvelles technologies, notamment chez les jeunes, pour les toucher, plutôt que d'être derrière un bureau. Et puis, dans des situations où l'accès aux soins n'est pas facile, eh bien, l'accès via les réseaux sociaux, via les applications, est vraiment une solution à favoriser. Alors justement, un exemple chez des femmes chiliennes à qui on a proposé sur Internet plusieurs modules sur la prévention des IST et la connaissance des IST, des modules pas trop longs, de 40-50 minutes, avec des vidéos, des quiz, un espace de discussion pour discuter de ce qu'on venait de voir. Et alors ça, c'est un schéma très intéressant, uniquement basé sur le web. Et on a regardé ensuite quel était l'impact dans la vie réelle de ces femmes. Et c'est très intéressant, puisqu'on voit une augmentation de la connaissance sur le VIH et les IST, une augmentation de l'utilisation du préservatif, une augmentation de la perception de ce qu'est et de l'efficacité des mesures de prévention et une diminution des prises de risque. Et donc, même si on ne voit pas de médecin en vrai, si on fait tout par Internet, ça peut être vraiment utile, surtout dans des conditions d'accès aux soins qui sont difficiles. Alors, si on parle d'intervention mixée en vie réelle et sur le web, on est là chez des HSH en Californie, à qui on a proposé de télécharger une appli qui leur propose des modules de connaissance des IST et du VIH, qui leur envoie des rappels pour se faire dépister. Et à chaque fois qu'ils valident un module ou qu'ils viennent se faire dépister, ils engrangent des points. Et ces points sont convertis, quand ils viennent se faire dépister, en petits cadeaux sous forme alors ils ont des points et puis ils peuvent avoir des petits cadeaux sympas. C'est pas de la rétribution financière, mais c'est une motivation supplémentaire. On a regardé si ça augmentait le taux de dépistage du VIH et effectivement, le nombre de dépistages de VIH a doublé sur la période de suivi de cette intervention. Donc là aussi, y penser, c'est tout à fait utile. Là, nous sommes en Ouganda. Alors là, c'est un modèle différent. C'est un modèle où on part du principe que si on stabilise financièrement la vie des jeunes femmes, que ce soit en pouvant leur proposer des opportunités d'éducation ou de fonder une micro-entreprise, on va peut-être augmenter à la fois le niveau de connaissance. Ça, c'est des rétributions, des économies qui sont sauvegardées sur des comptes dédiés nominatifs pour ces femmes. Et on pense qu'en les stabilisant financièrement, en augmentant leur niveau d'éducation vis-à-vis des IST, on peut faire diminuer l'incidence des IST chez ces femmes. Donc, il y a trois bras. Il y a les économies seules, les économies des groupes d'intervention dans les familles, et puis le standard de soins.
On n'a pas les résultats, mais je trouvais le schéma intéressant avec cette motivation financière, mais pas juste de l'argent donné comme ça, mais de l'argent qui est ciblé vers les études ou le développement de la micro-entreprise. Et puis, excusez-moi, on pense souvent aux patients pour la prévention comportementale, mais il faut aussi éduquer les médecins. Et ça, c'est une intervention en Chine, chez les médecins, on va dire généralistes, que j'ai trouvé passionnante. On a pris dans des régions différentes des médecins. Alors, certains, on les a pris comme groupe témoin, et puis d'autres, on leur a fait donner des cours d'enseignement à la santé sexuelle, à la prévention. Et on n'a pas regardé si ces médecins avaient acquis un niveau de connaissance, on a regardé l'impact que ça avait sur leurs patients. Donc, on a pris des niveaux équivalents de patients chez ces médecins et on a regardé leur niveau de rapport non protégé, de connaissance du VIH et aussi leur attitude vis-à-vis de gens qui qui étaient infectés par le VIH. Et dans le groupe de médecins formés, on a une diminution des rapports non protégés, une meilleure connaissance chez les patients du savoir concernant le VIH, une meilleure attitude vis-à-vis des gens et donc une diminution du stigma. Et si on regarde les IST, plus précisément, c'est le tableau du bas, on a dans le groupe de patients suivis par les médecins qui ont été formés une diminution du taux d'infection sexuellement transmissible. Et je vais finir, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler, sur le coronavirus pour essayer d'en tirer quelque chose de positif. Il a remis dans l'espace public les notions de prévention combinée, de gestes barrières, de protection de l'autre, de solidarité. Une fois que la crise sera passée, je pense qu'il faut vraiment profiter de cet effet positif du coronavirus pour renforcer notre message de prévention en se basant sur l'expérience acquise durant les derniers mois, voire durant les dernières années. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Martin. C'était une revue de la littérature très claire, exhaustive. Vraiment, tu as balayé tous les champs de la prévention biomédicale et comportementale. On laissera les questions pour la fin des 2 mini-lectures. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat en direct. On traitera les questions des 2 mini-lectures à la fin de celle de Charles Cazenave. Et donc, j'en profite pour vous présenter le professeur Charles Cazenave, qui est professeur en maladies infectieuses à Bordeaux, qui est très impliqué dans la FRAVI et qui va nous parler aujourd'hui de la résistance microbienne des agents responsables des IST. Charles, à toi. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être parmi vous et d'intervenir dans cette session dédiée aux IST et mon propos portera sur la résistance des IST. Juste une petite image du bassin d'Arcachon, proche de Bordeaux d'où je viens, avec mes 3 affiliations qui sont le CHU et l'Université de Bordeaux, ainsi que le Centre national de référence français des IST bactériennes, dont une partie se trouve à Bordeaux, notamment pour les chlamydia et mycoplasmes urogénitaux. Je vous rappelle bien évidemment la parution récente de l'ouvrage de la FRAVI, dédié à ces problématiques, notamment de santé sexuelle. Et j'ai eu le plaisir de rédiger le chapitre sur les infections sexuellement transmissibles, où vous trouverez bien évidemment des compléments d'information. On rappelle également qu'il y a actuellement dans le monde une recrudescence de toutes les IST, qu'elles soient bactériennes avec les plus classiques comme chlamydia et gonocoque, mais également la syphilis qui est revenue au premier plan. N'oublions pas non plus, et on n'en parlera pas dans ce topo, les infections virales, herpès, papilloma, hépatite, et la 4e infection bactérienne qui m'intéresse plus particulièrement dans mes travaux de recherche, à savoir Mycoplasma genitalium. Quelques mots d'introduction pour dire que chaque jour, environ 1 million d'IST sont diagnostiqués dans le monde, avec, comme je viens de le dire, des infections anciennes, mais d'autres émergentes, avec parfois des problèmes de résistance pouvant réduire les options thérapeutiques. Nous allons donc faire un focus sur les 4 principales IST bactériennes, que l'on pourrait appeler les 4 fantastiques, avec chlamydia, gonocoque, syphilis et génitalium.
Commençons tout d'abord par Chlamydia trachomatis, qui est donc le premier agent d'IST bactérienne. Il s'agit, comme vous le voyez ici sur cette photo de microscopie électronique, d'un agent intracellulaire strict avec des corps élémentaires, des corps réticulés. Et 3 classes d'antibiotiques vont être actifs sur cette bactérie, parmi lesquelles cycline, macrolide et quinolone, les cyclines devenant de plus en plus le traitement de référence, les résistances acquises étant heureusement exceptionnelles. Passons maintenant au gonocoque, qui est donc un cocci à gram négatif en diplocoque, comme vous pouvez le voir sur cette coloration de grammes ou cette image de microscopie électronique. C'est un agent fragile et fastidieux, la culture étant moins sensible que les tests avec amplification des acides nucléiques, que l'on peut appeler également TAN. L'antibiotique de choix, et je parle d'antibiotiques, on y reviendra, c'est la ceftriaxone avec des alternatives qui sont de plus en plus limitées du fait des résistances acquises qui ont progressivement augmenté dans le temps. Ceci peut être résumé sur cette figure d'une publication d'un des référents de la problématique, à savoir le professeur Unemo, où l'on voit que dans le temps, il y a, à chaque fois qu'apparaissait un antibiotique, quelques années après, une résistance qui apparaissait pour arriver dans les années 2010-2020 à ce que l'on appelle des gonocoques résistants à la ceftriaxone, à l'azithromycine et à la doxycycline, que l'on pourrait qualifier de superbugs ou bien de gonocoques XDR, avec quelques souches décrites dans le monde. Si l'on revient à des choses un peu plus basiques, le gonocoque et les pénicillines, on rappelle qu'il faut rechercher systématiquement une sécrétion de pénicillinase et évaluer la sensibilité du gonocoque aux pénicillines avec les cutoffs que vous avez ici de CMI pour la PNIG, 0,06 et 1, et pour les C3G, 0,125, et ce chiffre de 0,125 sera à retenir pour la suite de la présentation. On peut dire que globalement, actuellement, les gonocoques sont résistants dans 80% des cas aux pénicillines et donc pas d'intérêt à utiliser ni l'amoxicilline ni l'association amoxicilline acide clavulanique sur ce type de bactéries. Donc, on va plutôt s'orienter vers les C3G. Parlons tout d'abord du ou de la cefixime qui nous a posé quelques soucis. Si on repositionne notre cutoff de 0,125, on peut dire sur des données de 2008 à 2017 du centre du réseau français d'analyse du gonocoque qu'on avait en 2012 une inquiétude puisque 3% avaient une CMI supérieure à 0,125 à la cefixime, du fait d'une large utilisation de cet antibiotique qui était facile d'utilisation, puisque c'était 2 comprimés par voie orale, mais au risque de voir les CMI augmenter et de voir la résistance augmenter. Avec une moindre utilisation de cet antibiotique, on voit que les taux de sensibilité sont de résistance sont plus bas dans le temps. Au niveau européen, on a le même sentiment avec, depuis ces dernières années, majoritairement des souches avec des CMI très basses. Et en termes de résistance, donc vert, la résistance n'existe pas, orange, elle est faible et rouge, elle est importante. On peut retrouver toujours les pays d'Europe du Sud où la résistance aux cefixime est supérieure à 5%. Pour ce qui est des céphalosporines de 3e génération injectables, là aussi, on peut voir sur cette figure qu'il y a une majorité de souches sensibles avec des valeurs de CMI très basses, comme vous le voyez ici. Et donc, on peut retenir rapidement que les souches résistantes à la ceftriaxone en France sont anecdotiques et ont été rapportées une fois en 2017 et une autre fois plus récemment en 2019. Il s'agissait d'une souche Si l'on regarde au niveau européen, on voit également plusieurs choses. Tout d'abord, si l'on positionne le curseur ici en jaune pour les CMI les plus basses, on peut dire qu'il y a une augmentation dans le temps du nombre de souches avec des CR0016. Et si l'on repositionne notre curseur à 0,125,
on voit qu'il y a également une diminution du nombre de souches avec des CMI entre 0,032 et 0,125, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si l'on regarde au-dessus de 0,125, on peut dire qu'il y a finalement au niveau européen une inquiétude là aussi en 2013 avec 7 souches qui étaient résistantes et puis finalement des souches résistantes assez anecdotiques, ce qui nous fait dire que la ceftriaxone reste le traitement de référence et de première intention pour le gonocoque. Passons maintenant à la syphilis, qui est donc un spirochète avec cette forme spiralée caractéristique que vous voyez sur cette photo. Il s'agit du Treponema pallidum subspecies pallidum, qui est une bactérie non cultivable. L'antibiotique de choix est la benzatine benzylpénicilline G ou extensiline, et les alternatives, nous y reviendrons, mais la principale étant la doxycycline, avec des résistances acquises fréquemment rapportées à l'azithromycine, comme on peut le voir sur cette diapositive. Les premiers cas d'échec clinique ont été rapportés dans les années 70. Le mécanisme, c'est une mutation au niveau du gène cible des macrolides, à savoir l'ARN R23S avec les fameuses mutations A2058G. Et cette résistance est, on va dire, répartie dans le monde entier. Elle peut aller jusqu'à 90% en France, voire 100% dans certains pays d'Asie. On rappelle encore une fois que, de ce fait, la benzatine benzylpénicilline G reste le traitement de référence et de première intention. Passons maintenant à Mycoplasma genitalium, donc le quatrième agent que l'on va décrire. Cette bactérie n'a pas de paroi, donc de fait a une résistance naturelle à tous les antibiotiques agissant sur la paroi. C'est un agent reconnu et émergent d'IST qui, lorsqu'il est présent de façon chronique chez la femme, est associé à un surrisque d'acquisition de l'infection par le VIH. Alors, quels sont les antibiotiques de choix en 2020? On peut se poser la question parce que, en effet, c'est la bactérie pour laquelle il y a le plus de résistance acquise décrite, tout d'abord à l'azithromycine, mais également à l'alternative que sont les fluoroquinolones. Je vais illustrer cela avec cette diapositive où l'on voit que la résistance clinique acquise aux macrolides se fait par mutation, là encore, au niveau de l'ARN R23S. Elle a été essentiellement induite par les traitements dose unique à 1 gramme que l'on pouvait utiliser soit pour traiter les infections à chlamydia ou bien au départ pour traiter les infections à Mycoplasma genitalium. Et cette résistance est supérieure à 50% des souches dans certaines régions ou bien dans certaines populations à risque, comme parfois les HSH. Pour ce qui est des fluoroquinolones, là aussi une inquiétude sur l'émergence de la résistance, là aussi par mutation au niveau de la cible, qui est donc représentée par la topoisomérase 4, et un taux de résistance qui augmente et qui est parfois supérieur à 20% dans certaines régions, notamment le Japon. On arrive au concept de Mycoplasma genitalium multirésistant ou XDR lorsqu'il y a une résistance à la fois aux macrolides et aux fluoroquinolones. Donc, je remercie Cécile Bébéard pour ces quelques diapositives où l'on peut voir la répartition de la résistance de génitalium aux macrolides dans le monde, avec par exemple la France qui se situe à 34% et des zones comme la Norvège ou bien comme le Japon, où ces taux sont supérieurs. Pour ce qui est de la résistance aux fluoroquinolones, donc on rappelle qu'en France, ce chiffre est de l'ordre de 16% et peut augmenter à presque 50% dans certaines zones, comme le Japon. Alors, quelles leçons tirer de tout ça? Tout d'abord, c'est la fin du dépistage systématique des asymptomatiques. Des recommandations internationales et françaises vont dans ce sens, ce qui fait moins de traitements et donc moins de résistance. Pour les personnes symptomatiques, lorsqu'il faut les traiter, on a plusieurs recommandations à ce jour, des recommandations australiennes et anglaises de 2018 et une publication assez récente dans le Clinical Infectious Disease de 2020 sur un traitement guidé par la recherche de la résistance génotypique. Au total, comment traiter en 2020 Mycoplasma genitalium? Lorsque l'on est symptomatique, on va rechercher tout d'abord la résistance aux macrolides. Si c'est un génitalium sensible aux macrolides, on va utiliser un schéma séquentiel
avec tout d'abord 7 jours d'induction par doxycycline afin de diminuer la charge bactérienne et de favoriser l'efficacité du traitement par macrolide. Mais attention, il s'agit d'une posologie à 2,5 grammes sur 4 jours et non plus la posologie de 1,5 g. Si c'est une souche résistante aux macrolides, ce qui est à peu près 2/3 des cas, par exemple pour la France, on va faire un schéma séquentiel avec 7 jours d'induction par doxycycline, puis la moxifloxacine à 400 mg par jour pendant 7 jours en l'absence de contre-indication et bien évidemment tout ce qui est problème de QT ou hépatique. Si on est sur une souche à la fois résistante aux macrolides et aux fluoroquinolones, là on arrive dans des traitements très complexes où il faut, je pense, demander un avis spécialisé. Il y a plusieurs schémas actuellement. Je vous ai mis un des schémas proposés par les recommandations anglaises, à savoir toujours pareil, doxycycline de 100 mg par jour pendant 7 jours, puis pristinamycine ou piostacine à 4 grammes par jour pendant 10 jours. Il peut y avoir éventuellement d'autres schémas avec des taux de succès similaires selon certaines publications récentes. Ne pas oublier de rechercher l'éradication biologique par un test 3 à 4 semaines après la fin du traitement. Ne pas le faire trop tôt car cette bactérie est très longtemps détectée dans les prélèvements. Et enfin, pour les formes compliquées, par exemple des infections génitales hautes, ça sera d'emblée la moxifloxacine pendant 10 à 14 jours. Si l'on fait une synthèse de la résistance et que l'on passe maintenant des 4 fantastiques aux 4 frères Dalton, avec le plus fréquent, le plus grand, chlamydia, le plus petit, Joe, le plus teigneux, le plus dur à traiter, Mycoplasma genitalium. Si l'on regarde du plus résistant au moins résistant, donc on va retrouver tout d'abord Genitalium, avec, comme on l'a dit, une résistance, des résistances très fréquentes. Et là, je remercie Cécile Bébéard pour les données. Donc, en France, 34% pour les macrolides, 16% pour les fluoroquinolones. Et le traitement doit être guidé par la recherche de résistance. Ensuite, la deuxième bactérie qui nous pose question, c'est le gonocoque avec finalement des souches XDR rarissimes. En revanche, des résistances aux autres antibiotiques inquiétantes, et je remercie la professeure Béatrice Berceau, plus de 60% aux fluoroquinolones, à environ 2/3 aux tétracyclines et une résistance aux macrolides qui a tendance à baisser mais qui reste encore à 7%. Donc là encore, le traitement de référence est la ceftriaxone. On continue avec la syphilis et les données du professeur Dupin. Et en France, une résistance évaluée à 90%. Donc, on n'utilise plus le traitement monodose par azithromycine pour traiter les syphilis, mais plutôt l'injection d'extensiline. Et on finit par le chlamydia, qui est finalement le plus simple à traiter, mais plutôt privilégier la doxycycline à l'azithromycine afin de réaliser une épargne de macrolides et de diminuer la résistance acquise du mycoplasme. Quels sont les messages à retenir? Pour éviter la résistance, il faut utiliser les antibiotiques à bon escient et avec parcimonie, ce qui est toujours vrai en infectiologie. Il faut essayer de documenter au maximum une IST et d'essayer de rechercher la résistance au maximum pour 2 bactéries qui sont Genitalium et gonocoque et ne pas oublier de faire de temps en temps des antibiogrammes pour connaître son épidémiologie locale. Bien évidemment, si on a des résultats, il faut adapter l'antibiothérapie et ensuite mieux connaître l'épidémiologie de la résistance pour ajuster les différents traitements probabilistes, c'est ce que je viens de vous dire. Je voulais remercier pour conclure tout le CNR des IST bactériennes et plus particulièrement le professeur Cécile Bébéard, ainsi que le comité scientifique de l'AFRAVI et particulièrement le professeur Christine Katlama pour m'avoir proposé cette communication et bien évidemment tout le soutien logistique et technique qui a permis cette AFRAVI dématérialisée ainsi que nos 2 modérateurs. Merci pour votre attention et je termine par une image de la place de la Bourse et du Miroir d'eau de Bordeaux. Merci encore. Merci beaucoup à vous tous, à tous les 2. Romain nous a rejoint. Bonjour Romain. On a quelques minutes pour poser des questions. On va commencer par les questions qui ont été envoyées par les personnes qui sont connectées. Donc d'abord pour Martin, et c'est vrai que c'est une question intéressante. La question est pourquoi il y a encore des réticences au test and treat pour l'hépatite C? C'est vrai que quand on regarde les recommandations françaises, aujourd'hui, quand on a une hépatite C aiguë, on est censé démarrer le traitement immédiatement sans avoir besoin d'un avis RCP, etc.
Mais la personne qui pose la question souligne, c'est qu'en fonction du médecin sur lequel on va tomber, on peut soit avoir le traitement immédiatement quand on a une hépatite C aiguë et donc du coup effectivement casser la chaîne de transmission secondaire, ou alors certains médecins continuent à attendre de savoir si oui ou non on va clearer l'hépatite C. Et donc, c'est vrai que quand on regarde… Alors, j'ai un peu d'écho, je ne sais pas chez qui, mais je vais essayer de répondre. Donc oui, effectivement, il y a encore certains médecins qui sont réticents. Je pense qu'il y a deux facteurs qui expliquent ça. Il y a le facteur coût dans certains pays, avec des traitements qui, par exemple, en France, sont à 20 000 € la cure, on va dire ça. Donc, comme il y a des taux de guérison spontanée, notamment chez les sujets jeunes, qui peuvent aller jusqu'à 20-30%, il y a encore des médecins qui se disent qu'on va attendre 3 mois pour voir si la charge virale devient indétectable spontanément, ce qui évite, on va dire, entre guillemets, le coût du traitement. Mais épidémiologiquement, ça n'a pas de fondement, surtout dans les populations très à risque, par exemple la population de pratiquants du chemsex, on va dire, où là, il y a une vraie urgence, notamment chez les usagers de drogue intraveineux, à traiter tout de suite et pas attendre 3 mois avec des situations de contamination qui, même si on explique aux gens qu'il faut, par exemple, se tenir un peu tranquille au niveau de la sexualité parce qu'ils sont très contagieux, et ben, ils vont quand même continuer à avoir des pratiques à risque parce que si c'était si simple, ben, on le saurait tous et les problèmes seraient vite réglés. Donc, non, je pense que là, il n'y a plus vraiment, au-delà de la question du coût, mais en tout cas en France, ce n'est pas une vraie question. Et dans les autres pays, il faut faire en sorte que ça n'en soit pas une. Il faut vraiment faire du test and treat immédiat quoi, au diagnostic. Et puis passer par les RCP quand c'est des problématiques compliquées, des gens qu'on diagnostique tardivement, voilà. Mais en tout cas, il faut, et c'est un peu dans ce sens-là que ça va, c'est vraiment très important, ouais. Merci Martin. Une autre question pour toi, c'est plutôt sur les stratégies comportementales. Est-ce que il y avait c'est plutôt une réflexion plutôt qu'une question. En disant que sur les effets des interventions comportementales, en dehors des indicateurs sur la connaissance, il y a de nombreux indicateurs qui ont des intervalles de confiance qui se chevauchent et donc il faut faire attention à l'interprétation de l'effet que peuvent avoir ces interventions sur l'impact au niveau des IST. C'est vrai, c'est toujours très compliqué dans l'intervention comportementale d'avoir un résultat tranché. Déjà parce qu'il y a beaucoup de biais, parfois méthodologiques, ça dépend. Enfin, donc effectivement, il faut être prudent. Il y a quand même ça reste des indicateurs qualitatifs et pas quantitatifs. Et ça peut pas être tout seul la prévention comportementale. C'est une partie de la prévention. Mais effectivement, dans les études, il est toujours compliqué de trouver. Il n'y a pas de prévention comportementale qui vont faire qu'on va diminuer de 90% le taux de contamination par les IST. Encore une fois, c'est des choses qui sont combinées avec la prévention médicale et voilà. Martin, on a été coupé. Tu as bien entendu là. Ah, oui, effectivement, il y a eu une petite coupure, désolé. Je disais que c'était un peu inhérent au type d'études qui sont toujours de fait très biaisées, puisqu'on a des critères de jugement qui sont parfois composites, qui sont des critères de jugement qualitatifs et pas quantitatifs, et que de toute façon, ces études de prévention comportementale, elles n'ont de sens qu'avec des études, qu'avec des interventions biomédicales. Merci Martin. On va passer à Charles avec une question qui est que, Charles, tu as dit que l'OMS recommandait de ne dépister que les IST symptomatiques. Mais alors, quid des IST asymptomatiques? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de transmission accrue si on ne dépiste que les personnes qui sont symptomatiques? Alors, oui, merci professeur Ghosn, merci Jade. J'ai peut-être, je me suis mal exprimé. Non, on ne dépiste les symptomatiques que pour Mycoplasma genitalium. Ouais. Voilà, merci j'imagine que tu t'en doutais. Donc, je parlais bien de Mycoplasma genitalium
C'est pas forcément d'ailleurs l'OMS, c'est plus des recommandations anglaises, françaises, australiennes, où la problématique de la résistance est très prégnante, où on ne va dépister que les symptômes. Bien évidemment, l'OMS recommande, comme toutes les recos, de dépister aussi les asymptomatiques. Et donc, le rythme de dépistage sera fonction un peu de chaque pays et de chaque population à qui on s'adresse, comme l'a rappelé aussi Martin dans son premier topo. Je voudrais en profiter, Charles, pour enchaîner sur une question qui rejoint un peu celle-ci. En fait, on a l'impression que cette recommandation de ne pas dépister les sujets asymptomatiques pour Mycoplasma genitalium, elle est médiée plutôt par le problème de la résistance, plutôt que par un problème qui fait qu'on n'a pas besoin de dépister des sujets asymptomatiques. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la pathogénicité du germe chez l'homme et chez la femme? Parce que finalement, c'est quand même ça qui nous inquiète quand on est clinicien et qu'on se pose la question de savoir est-ce que je dois dépister chez quelqu'un qui ne présente pas de symptômes ce germe? Ouais, c'est une très bonne question et qu'on s'est surtout posé au moment où on a refait les recommandations sur les infections génitales hautes de la femme avec nos confrères gynécos, avec notamment aussi Caroline Charlier. Je pense qu'en effet, c'est une bactérie qui ressemble beaucoup à chlamydia, mais qui va pas avoir la même problématique de santé publique, à savoir l'impact chez la femme sur la fertilité. Donc, c'est pour ça que l'on se permet, ou les problématiques de péripartum, postpartum, tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre cette attitude-là de finalement dépister que les symptomatiques. Alors, en plus, symptomatiques, ils sont rarement très symptomatiques en plus. Donc, même quand ils le sont, on peut parfois temporiser aussi sur les traitements, comme je le disais, en attendant les résistances. Mais c'est un peu ça qui a drivé cet élément. Comme tu l'as dit, c'est le problème de la résistance. Et en fait, on a beaucoup traité, puisqu'au départ, on a dit complètement l'inverse. On a dit qu'il fallait dépister tout le monde et surtout les gens au risque. Et puis, on s'est aperçu qu'avec les traitements qui étaient partiellement actifs, c'est là où la résistance au macrolide a émergé. Et puis, il y a eu beaucoup de prescriptions de fluoroquinolone en France notamment. Et donc, là aussi, une augmentation croissante de la résistance. Donc, après, on se retrouve vraiment dans une situation d'impasse thérapeutique. Et alors là, quand la personne est symptomatique, avec une urétrite symptomatique ou une cervicite chez une femme, ben là, j'ai vu un couple récemment d'hétérosexuels. C'est pas simple, hein. Donc c'est pas simple. C'est pour ça que j'ai pas trop détaillé ce problème-là. J'ai dit, il faut peut-être faire appel à un référent ou je sais pas, quelqu'un qui en voit un peu plus, parce que les schémas sont compliqués, les prises en charge sont complexes. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu. Donc oui, la pathogénicité, en effet, la question principale, je pense que c'est la fertilité chez la femme. Chez l'homme, il n'y a pas vraiment de conséquences sur la fertilité ou d'autres problématiques, à part qui peut potentiellement contaminer d'autres personnes. Et donc, je vais me permettre. Pardon, excuse-moi. J'avais juste une question, si on a un peu de temps, à Charles. Est-ce qu'alors à ce moment-là, vous recommanderiez de dépister, par exemple, chez les femmes, les rares femmes prépeuses, le mycoplasme systématiquement, y compris si elles ne sont pas symptomatiques? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas. Alors, la prévalence, en effet, chez des femmes à risque est quand même très élevée. On avait fait des études en dehors de la PrEP à Bordeaux, à la maternité ou dans les centres d'orthogénie. On a des prévalences très élevées, mais sans qu'on ait pour autant des conséquences. On l'avait regardé justement par rapport au chlamydia sur tout ce qui était événements justement liés à la maternité ou sur des maps ou tout ça. Donc, il y a très peu de publis. Donc, je pense que ça vaut pas non plus le coup. Après, le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a dépisté, c'est assez anxiogène aussi. C'est pas évident d'expliquer aux gens, vous avez quelque chose, mais on va pas vous traiter. Ça, c'est le problème aussi des diagnostics syndromiques. Je pense que vous avez ça à Paris, où les laboratoires, je sais pas dans quel intérêt, mais peut-être dans l'intérêt, peut-être pas forcément, de bienveillance, mais plutôt pour essayer d'augmenter un petit peu leur patientèle, vont rendre plein de résultats, et notamment des mycoplasmes. Et derrière, nous, on est un peu ennuyés parce qu'on va leur dire, vous n'avez pas de symptômes forcément en rapport, on va pas vous traiter. Là aussi, on nous rend beaucoup de trichomonas, notamment dans les gorges. Je sais pas si vous avez ce problème, et qui sont pas des vaginalis, en fait, c'est des faux positifs sur une autre espèce de trichomonas. On a parfois des trichomonas dans les urines de gens parfaitement asymptomatiques, alors qu'ils n'ont pas des facteurs de risque classiques d'infection à trichomonas. Donc là aussi, c'est le problème des diagnostics syndromiques. Moi, j'essaie de dire aux biologistes de masquer, certains ne le font pas. Donc, après, c'est beaucoup d'éducation à nos patients. Je pense que ça passe à peu près. Voilà. C'était le cas aussi dans certains centres universitaires, hein, par ailleurs, pas que dans les laboratoires privés. Ouais. Et nous, par exemple, on est revenu en arrière, c'est-à-dire que
On est passé d'une triplex à une je sais pas Duplex. comment on dit, une duplex, merci, Ouais. pour justement s'affranchir de ce problème, quoi. Ben, je peux parler en connaissance de cause puisque c'est nous qui avons promu justement le dépistage Largamanie et on avait génitalium sur tous nos prélèvements. Donc voilà, c'est pour ça que je sais qu'on en avait beaucoup et qu'on a fait marche arrière et qu'on ne le fait plus et on le fait plus en systématique non plus. C'est-à-dire que nous, il faut vraiment cocher. C'est une coche à part si on veut génitalium et on va le faire soit en première intention, soit en deuxième intention quand l'urétrite n'est pas diagnostiquée. Donc voilà. J'enchaîne sur une question, je la relaye à propos du chat. Donc, il y a Djibril Nyang qui pose une question qui nécessiterait probablement des heures de discussion. Mais est-ce que tu pourrais nous synthétiser, Charles, ton point de vue sur IST et PrEP? En gros, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des IST dans le contexte de la PrEP et est-ce que finalement, c'est pas ça qui fait que les IST deviennent un problème de plus en plus prégnant? Oui, en effet. Donc, OK, en 3 minutes. Ben ça, c'est de la problématique. Non, en une minute. Non, mais c'est bon. Ben voilà, la problématique, on va pas la trancher. En effet, heureusement qu'en plus certaines personnes sont pas ici dans la modération. Mais c'est toujours pareil, c'est l'œuf ou la poule. Moi, je pense que cette problématique, elle est pas forcément vraie. Il y a peut-être une surreprésentation des IST, mais qui sont en partie drivées et expliquées par la rythmicité des dépistages. Il y a un très beau papier justement dans le JAMA qui a été fait sur les cohortes de PrEPers australiennes qui montre très bien que si on ajuste à la rythmicité des dépistages avant de rentrer dans des cohortes PrEP et après, finalement, l'augmentation de l'incidence des IST, particulièrement du chlamydia, elle est finalement de 10%, alors que si on n'ajuste pas sur la rythmicité, elle était de 40%. Donc, juste cette notion factuelle qui permet de dire que peut-être il y a des choses, c'est sûr, mais qu'elles sont peut-être pas aussi importantes que ce que l'on veut faire dire. Et surtout à l'échelon populationnel, c'est pas les quelques PrEPers que l'on peut avoir dans nos pays qui expliquent l'augmentation nationale des IST. Au mondial. Merci Charles pour cette réponse tout à fait à laquelle j'adhère complètement. Une petite question pour Martin. À ton avis, toi qui es quand même un prescripteur de PrEP depuis que c'est disponible en France et même avant dans le cadre de l'étude Hypergay, qu'est-ce que tu penses toi, de l'acceptabilité des injections versus un comprimé par mois? Est-ce que tu penses qu'il y a la place pour les deux? Est-ce que tu penses que… C'est vrai qu'un comprimé par mois, c'est très séduisant si on voit ça dans un futur proche. Sans parler de l'implant, mais dans le futur proche, c'est le comprimé une fois par mois ou l'injection tous les 2 mois. Tu en penses quoi? Bah, je crois que, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir toutes ces possibilités. Il y a quelque chose qui rentre en compte et qui est quelque chose de pas très médical, mais qu'il faut quand même à laquelle… On a un peu de mal à comprendre, Martin. On a des petits problèmes de connexion, je pense. Bon, le temps qu'on retrouve Martin, Charles, est-ce qu'on s'oriente vers donner 1 gramme de ceftriaxone bientôt ou est-ce qu'on reste à 500 mg? Ah oui, alors c'est vrai que je n'ai pas abordé la poso. Merci Jade, c'est une bonne question. Alors bien évidemment, les 250, c'est déjà abandonné. Ça, c'est la poso américaine. Voilà. Donc on est à 500 et la question se pose en effet du 1 gramme. Alors dans des infections en effet compliquées, bon ça c'est sûr, des atteintes articulaires, bien évidemment, on va peut-être faire 1 à 2 grammes, des rectites très symptomatiques. Mais parfois, certains disent aussi dans des situations comme au niveau pharyngé, où peut-être la diffusion est moindre. Bon, pour l'instant, on est resté encore sur 500. On a des CMI, comme j'ai montré, qui n'ont pas tendance à augmenter. Donc, je pense qu'on peut rester sur cette posologie-là. Ok, merci Charles. On va avancer. Romain, je te laisse la main pour merci à la tous. suite de la session. Oui, bah merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Et effectivement, on va passer à la deuxième partie de la session avec 3 présentations orales. La première présentation est une présentation sur la prévalence des IST à l'hôpital de Panzi. Donc, on est en RDC. Et c'est un hôpital qui est spécialisé dans la prise en charge des violences sexuelles. Donc, cette présentation, elle va être faite par Aline Biabene, j'espère que je prononce correctement. Aline, qui est spécialiste en maladies infectieuses, diplômée à Dakar, qui est donc infectiologue à l'hôpital de Panzi et qui est doctorante également à l'Université libre de Bruxelles dans une unité qui travaille sur la co-infection VIH-tuberculose. Donc Aline, c'est à vous. Chers organisateurs de la FLAV VIH, chers participants, bonjour. C'est Dr Aline Biabene Kusinza,
médecin infectiologue à l'hôpital général de référence de Panzi, qui travaille en collaboration avec l'Université évangélique en Afrique. Nous sommes connectés à partir de la République démocratique du Congo, dans la province de Sud-Kivu, dans la ville de Bukavu. Nous remercions les organisateurs de la FAVIH qui nous ont permis de pouvoir vous présenter les résultats de notre travail. Notre étude s'intitule Forte prévalence des infections sexuellement transmissibles en République démocratique du Congo à l'hôpital général de référence de Panzi, qui est spécialisé dans la prise en charge de violences sexuelles. Nous, l'hôpital général de référence de Panzi, avons travaillé en collaboration avec notre université évangélique en Afrique et les hôpitaux universitaires de Paris, spécialement avec l'hôpital Avicenne, où nous étions en permanence au niveau du laboratoire de microbiologie de l'hôpital Avicenne. Les sites Kivu, situés à l'est de la République démocratique du Congo, est le théâtre d'un conflit prolongé où nous avons beaucoup de guerres au niveau de l'est et le viol est utilisé comme arme de guerre. Nous avons des données sur la prévalence de l'infection sur le virus de l'immunodéficience humaine et d'autres infections sexuellement transmissibles. D'où nous avons réalisé cette étude qui avait comme objectif d'estimer la prévalence de l'infection à VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles et de décrire les facteurs de risque associés à ces infections sexuellement transmissibles. C'était une étude prospective qui avait débuté au mois de juin 2016 et a pris fin au mois d'août 2017. Les patients volontaires consultants ou hospitalisés constituent notre population de type et les patients étaient concernés, les patients qui étaient âgés de plus de 18 ans. Les sérologies VIH, les sérologies pour l'hépatite virale B, dont l'antigène HBS, les sérologies pour le virus de l'hépatite virale C, dont les anticorps anti-VHC, les sérologies VIH, dont TPH-A et VDRL, et les PCR de protocole d'infection sexuellement transmissible bactérienne étaient effectuées sur un échantillon de plasma ou d'urine de sécrétion vaginale chez les femmes. L'analyse statistique multivariée a été réalisée en utilisant un modèle de régression logistique. Nous avons admis au niveau de notre étude 1075 patients, dont 754 femmes et 321 hommes. 179 patients étaient déjà infectés VIH chronique qui étaient suivis au niveau de notre hôpital. Et nous avons noté une prévalence de 3,2% de l'infection VIH. Ceci est une prévalence qui est inférieure aux données au niveau de la République, qui est de 0,1. En 2018, on avait une prévalence de 0,8%, mais au niveau du site Kivu, selon les statistiques qui ont été présentées par en 2013 et 2014, nous avions une prévalence au niveau du site Kivu de 0,4% pour l'infection à VIH. Nous avons noté une faible couverture vaccinale pour l'infection de l'hépatite virale D avec une prévalence pour l'antigène HBS de 5,1%. Et nous avons pour l'hépatite virale C une prévalence de 3,1%. Pour les autres IST bactériens, nous avions en premier les
nous avons le Mycoplasma genitalium qui avait une prévalence de 2,2%, suivi des Trachomatis, Chlamydia trachomatis qui avait une prévalence de 2,4%. Et l'infection chlamydia est indépendamment et significativement associée au fait de rapporter un antécédent de viol. Les rapports hétérosexuels anal étaient considérés comme un facteur associé à l'infection à VIH avec les femmes enceintes, autres femmes enceintes ou non enceintes n'étaient pas associées à l'infection à VIH, être sans emploi ou avec l'emploi n'était pas associé à l'infection à VIH et le tatouage ne constituait pas un facteur de risque de l'infection à VIH. Ceci corrobore avec les autres résultats où nous avons les rapports anal qui est considéré comme un facteur de risque pour l'infection à VIH. En conclusion, nous avons trouvé une prévalence élevée du VIH qui est supérieure par rapport à la prévalence au niveau de la population générale et nous avons trouvé une prévalence forte des autres infections sexuellement transmissibles. Ceci nous amène à améliorer les diagnostics et les traitements des infections sexuellement transmissibles dans cette zone fortement touchée par les violences sexuelles. Nos remerciements s'adressent aux différents labos qui nous ont aidés, dont Diasorium, Aerobio et COPAM. Et nous remercions également l'hôpital général des références de Panzi, l'Université évangélique en Afrique et les hôpitaux universitaires de Paris qui nous ont aidés pour la réalisation de ce travail. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions par le système de questions et réponses sur le chat et on se chargera, nous, de les relayer à la fin des présentations pour pouvoir discuter avec les différents intervenants de toutes ces présentations. Et donc, on va passer maintenant à une présentation guinéenne par Diallo Mamadou Safiatou qui porte sur les facteurs de vulnérabilité au VIH dans les débarcadères de Conakry. Merci pour la parole. Chers maîtres, chers congressistes, permettez-moi de vous présenter les résultats d'une de nos études CAP portant sur les facteurs de vulnérabilité à l'infection par le VIH dans les débarcadères de Conakry. Pour présenter donc ce travail, nous allons adopter le point suivant, où dans un premier temps, on va décrire la méthodologie, on va présenter quelques résultats, les commentaires avant de conclure. L'évolution épidémiologique et thérapeutique de l'infection par le VIH-Sida conduit à chercher et à identifier plus finement les facteurs sociaux de vulnérabilité à l'infection par le VIH-Sida afin de mieux orienter la prévention. L'objectif de ce travail était donc de déterminer les facteurs de vulnérabilité à l'infection par le VIH dans les débarcadères de Conakry. Les 5 débarcadères répartis dans les 5 communes de Conakry nous ont servi de cadre pour la réalisation de ce travail. Le débarcadère de Gourbinet, situé dans la commune de Kaloum, est le centre administratif et politique du pays. Le débarcadère de Bonfi, situé dans la commune de Matam. Le débarcadère de Dixine, dans la commune de Dixine. Le débarcadère de Kaporo, dans la commune de Ratoma. Et celui de Yimbaya, dans la commune de Matoto. Il s'agissait d'une étude prospective transversale de type descriptif
une durée de 3 mois, du 1er septembre au 30 novembre 2018. Ont été incluses toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus, quel que soit leur sexe, la provenance, présentes dans les débarcadères lors de notre passage et ayant accepté de répondre librement à notre questionnaire. Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne plus ou moins écartées. Celles qualitatives ont été exprimées en pourcentage. Le logiciel EpiInfo 3.5.1 a été utilisé pour l'analyse des données. « 501 personnes ont été interviewées, dont la majorité provenait du débarcadère de Boulbinet, avec 45,91%, suivi du débarcadère de Bonfi, avec 21,16%. Le plus petit pourcentage a été observé dans la commune de Ratouma, qui abrite le débarcadère de Kaporo, avec un pourcentage de 37,79. L'âge moyen des personnes interviewées était de 35,9, plus ou moins 14,3 ans. Le sexe masculin était plus représenté avec un sexe ratio de 1,37. Les célibataires représentaient près de la moitié des personnes interviewées. Le niveau d'instruction universitaire était de 8%. Le bas niveau d'instruction était de 65% chez les personnes interviewées. Les pêcheurs représentaient 28%. L'ignorance du mode de transmission sexuelle du VIH a été retrouvée chez 38 personnes, c'est 31% des personnes interviewées. La connaissance du mode de prévention VIH par le préservatif a été retrouvée chez 20% des personnes interviewées. Et d'ailleurs, 62% de ces personnes avaient déclaré n'avoir jamais utilisé le préservatif. L'alcoolisme a été retrouvé chez 16%. L'absence de persuasion du risque de propagation de l'infection par le VIH a été retrouvée dans 35% des cas. Le revenu mensuel élevé, estimé à 5 voire 10 fois le salaire moyen, a été retrouvé dans 36% des cas. Le résultat élevé de 45,91% observé dans le débarcadère de Boulbinet pourrait s'expliquer par le fait que ce débarcadère se trouve dans la commune de Kalou, qui est le centre administratif et politique du pays. L'âge moyen de 35,9, plus ou moins 14,3, pourrait s'expliquer par le fait que la population guinéenne est en majorité jeune, d'une part, et d'autre part, c'est la couche sociale la plus active. Le sexe masculin était plus représenté. Ça pourrait s'expliquer par le fait que ce sont les hommes qui sont les plus impliqués dans la recherche du quotidien. L'ignorance du mode de transmission sexuelle, la méconnaissance du mode de prévention VIH par le préservatif et l'absence d'utilisation du préservatif chez la plupart des personnes interviewées pourrait donc s'expliquer par le fait que près de 2 tiers de ces personnes avaient un bas niveau d'instruction.
l'absence de persuasion du risque de propagation de l'infection par le VIH peut également s'expliquer par l'absence de campagne de sensibilisation chez ce groupe de personnes. Chers maîtres, chers congressistes, en conclusion, donc, on peut dire que certaines populations apparaissent plus vulnérables que les autres face à l'infection par le VIH et ont donc des risques plus élevés d'être contaminés. La prévention de l'infection par le VIH passerait par l'identification de ces facteurs de vulnérabilité afin de mener des actions d'information, d'éducation et de communication pour atténuer leur impact sur la survenue de l'infection. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup Mamadou pour cette présentation. Et donc, on va passer à la dernière présentation parmi les trois pour pouvoir en discuter juste après. Et donc, on va passer à une présentation de Mariette Moncho. Mariette Moncho qui s'intéresse à la santé sexuelle et à la santé reproductive en Afrique de l'Ouest, qui par ailleurs est présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders au Bénin et qui est doctorante et qui travaille dans le cadre de son doctorat sur les dynamiques spatiales et la prévalence contraceptive en milieu lacustre. Donc je laisse la parole à Mariette pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mariette Moncho, je suis doctorante en gestion de l'environnement et je vais vous présenter mes communications sur le thème politique de repositionnement des méthodes modernes de contraception, le risque de flambée des IST-VIH chez les jeunes scolaires de 15 à 24 ans dans la ville de Cotonou. Alors, en guise d'introduction, la population béninoise, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2013, compte 10 749 000 habitants, dont 45% en moins de 15 ans et 32,8% entre 10 et 24 ans. Et selon l'OMS en 2012, chaque année, 2,2 millions chaque année, j'allais dire déjà 16 millions de jeunes filles mères en l'âge compris entre 15 et 19 ans et 2,2 millions de grossesses en Afrique sont non planifiées. Selon l'enquête démographique de santé 5e génération au Bénin, avant l'âge de 19 ans, 37% des adolescents et jeunes ont déjà commencé leur vie procréative et 30% ont déjà un enfant ou en attente d'enfant. Alors, pour répondre aux problèmes, aux défis que rencontrent les jeunes, beaucoup plus aussi dans le domaine des grossesses non désirées, l'État béninois a pris un certain nombre d'engagements au plan régional et national. Alors, il y a d'abord l'appartenance au partenariat de Ouagadougou, il y a le mouvement FP 2020, il y a également que le Bénin a souscrit aux 8 engagements de Addis Abeba en 2013. Et au plan national, il y a la politique d'exemption du paiement direct pour l'accès aux jeunes aux méthodes modernes de contraception et le plan d'action national budgétisé. Il y a également que, selon l'ONU-SIDA en 2017, chaque année, chaque semaine, j'allais dire, environ 7 000 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH. Et en Afrique subsaharienne, 3 nouvelles infections sur 4 s'enregistrent parmi les adolescents âgés de 15 à 19 ans et beaucoup plus aussi dans le rang des filles. Au Bénin, nous notons une certaine banalisation, je dirais, des IST-VIH, ce qui nous a amené justement à vous présenter ce sujet afin déjà d'étudier, je dirais, les risques d'IST-VIH en lien avec la politique de repositionnement des méthodes modernes de contraception aux adolescents et jeunes et de façon beaucoup plus spécifique, voilà, d'analyser le comportement sexuel des adolescents et jeunes,
d'évaluer la perception du risque comparé IST grossesse chez les adolescents et jeunes et de montrer que la politique de repositionnement des méthodes modèles de contraception expose dans le contexte actuel les adolescents et jeunes au risque d'IST. Alors, pour ce faire, nous avons interrogé, questionné, j'allais dire, 668 adolescents et jeunes à travers les lycées et collèges grâce à un questionnaire et également un focus group. Pour vous présenter brièvement les résultats que nous avons obtenus, disons que les résultats nous ont déjà prouvé que 62% des enquêtés ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans, avec une égalité entre les deux sexes. Alors, plus de 40% d'entre eux pratiquent le multipartenariat sexuel, donc en plus d'un partenaire sexuel, et c'est beaucoup plus récurrent chez les filles. Entre autres raisons évoquées pour expliquer le phénomène, il y a le manque de moyens, l'éducation, l'absence d'éducation complète à la sexualité, le suivisme, etc. Alors, un autre comportement à risque, c'est le type de rapport sexuel pratiqué. À 99%, les jeunes pratiquent le rapport vaginal. Il y a 17%, sensiblement 18% qui pratiquent la fellation, et il y a également le cunnilingus et la sodomie. Et puis malheureusement, on constate que c'est seulement 7,8% de ces adolescents et jeunes qui utilisent de façon systématique le préservatif au cours de leur rapport sexuel, contre 83% qui n'en font pas un usage systématique. Alors, dans le même temps, on note la baisse des connaissances sur les IST. À titre d'exemple, il y a 47% qui n'ont pas pu donner 3 exemples d'IST et 116% d'entre les jeunes, j'allais dire, n'ont pu citer qu'une seule manifestation des IST et 80% n'ont pas pu citer, je dirais, les 3 voies de contamination des IST. Dans le même temps, il y a 25%, les 3,72% chez les hommes et 27% chez les femmes qui disent avoir déjà contracté une forme d'IST. Et malheureusement, le traitement se fait avec de l'automédication et non à l'hôpital comme cela se doit. Alors, pour ce qui est du risque comparé IST grossesse, on note que les jeunes ont d'abord peur des grossesses, ce qui explique le recours aux méthodes modernes de contraception pour couper le préservatif. Ensuite, ils ont peur du VIH et des autres types, je dirais, d'IST. Alors, au-delà de ça, on note une adoption des méthodes modernes de contraception. Il y a 27% chez les garçons qui ont adopté une méthode de contraception, donc beaucoup plus le préservatif chez eux, et 62,91% chez les filles qui disent être sous méthode. Alors, parmi les méthodes utilisées, il y a d'abord le préservatif à 35%, il y a 20% quand même qui ne sont sous aucune méthode, et les autres méthodes citées, nous avons les pilules, le DIU, les implants, les injectables et les colliers. Alors, quand nous analysons ces résultats obtenus, nous nous rendons compte de la nécessité aujourd'hui pour l'État je dirais, d'adapter la politique de repositionnement des méthodes modernes aux réalités des jeunes. Quelle est aujourd'hui la réalité des jeunes? C'est d'abord la précocité des rapports sexuels, c'est le multipartenariat sexuel, c'est la faible utilisation des méthodes du préservatif, j'allais dire, et c'est les autres pratiques sexuelles à risque telles que la fellation, le cunnilingus, la sodomie, etc. Donc, ces comportements, je dirais, sont de nature à favoriser la prolifération des IST-VIH, d'où justement la nécessité pour l'État aujourd'hui de pouvoir réadapter, réajuster cette politique-là. Donc, notre première suggestion, déjà, c'est la promotion des méthodes contraceptives pour les jeunes, mais la méthode qui s'adapte aujourd'hui au comportement sexuel des jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup plus le préservatif.
qui a l'avantage de les protéger et contre les grossesses et contre les IST, double protection déjà. Donc, il est important aujourd'hui dans, je dirais, la promotion des méthodes modernes de contraception, de mettre l'accent sur la double protection afin de pouvoir vraiment protéger les jeunes. Et autre suggestion également, c'est la promotion de l'éducation complète à la sexualité, parce que nous sommes convaincus qu'en donnant une certaine connaissance sur la sexualité aux adolescents et jeunes, en passant également bien sûr par les services adaptés, ils sauront avoir des comportements sexuels responsables qui sera vraiment de nature à les protéger contre les grossesses et contre les IST. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup, Mariette, pour cette présentation. Et donc, on va passer à la phase de questions et de réponses. Donc là, je vois les écrans qui s'affichent. Donc, je vois Jade, Mamadou, je vois également Aline. Je crois qu'on a un petit problème pour voir Mariette en vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question pour vous, Aline. C'est une question qui nous est parvenue sur le chat, posée par Nicolas. Donc, la question, c'est en dehors de cette étude, donc de l'étude que vous venez de présenter, est-ce que vous dépistez systématiquement l'infection à VIH chez les patients qui se présentent dans votre clinique pour une infection sexuellement transmissible? Parce qu'il y a des données qui montrent que finalement, quand on a une IST, c'est pas forcément fait pour des raisons économiques, pour des raisons de temps. Et est-ce que dans votre clinique précisément, vous faites ce dépistage systématiquement? Oui, merci, je vous remercie. Mais le dépistage pour le VIH est systématique pour tout patient qui vient pour une infection sexuellement transmissible dans notre hôpital. D'accord, ok. C'est une très bonne chose. Moi, j'avais une question pour rester sur votre présentation, Aline. C'est, vous parlez de rapports anaux, mais est-ce que vous avez dépisté les IST au niveau anal? Pardon? Est-ce que vous pratiquez le dépistage des IST? Pardon? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pratiquez le dépistage des IST au niveau anal de la même manière que vous l'avez fait au niveau des urines, ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas dans la clinique dans laquelle vous travaillez? En tout cas, faire le dépistage au niveau anal, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais avec ces résultats, peut-être on peut commencer à le faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui se déclare comme ayant des rapports. C'est avec ces questionnaires seulement qu'on a pu avoir des gens qui avaient des rapports au niveau anal. Bah, c'est ça qui est très intéressant dans votre étude, et ce que vous dites est juste, c'est qu'avec ces résultats-là, ça encouragerait finalement à proposer ce dépistage pour voir s'il n'y a pas des choses à traiter, dans la mesure où on sait que les IST au niveau anal sont très souvent asymptomatiques et que ça a un intérêt de les dépister pour les traiter et pour éviter la transmission à d'autres partenaires. Ok. Oui. Jade, est-ce que tu veux enchaîner sur une question ou est-ce que tu veux que je continue? Oui, moi j'avais une question qui provient des auditeurs pour Mamadou. La question est: quels sont les facteurs qui rendent les gens plus vulnérables au VIH dans les débarcadères? On a perdu Mamadou ou pas? Je ne le vois plus affiché, oui. Il était là? D'accord, apparemment il est déconnecté, donc je pense qu'on ne va pas pouvoir lui poser cette question. Alors, on va enchaîner sur une question que je voulais poser à Martin tout à l'heure, mais que je n'ai pas eu le temps de lui poser. Martin, est-ce que tu as une idée? Alors, les résultats de l'essai HPTN 083 sont spectaculaires, c'est vraiment impressionnant. Et quand on regarde les 13 infections incidentes sous cabot injectable, il y en a quand même 5 pour lesquelles il n'y a aucune explication. Ces 5 personnes-là ont respecté le calendrier des visites, le calendrier des injections et a priori avaient la protection nécessaire pour ne pas être infectées. Est-ce que toi, tu as une idée de ce qui pourrait expliquer le fait que ces 5 hommes ont pu être contaminés malgré le bon respect des calendriers des visites et des calendriers d'injection? Alors, effectivement, c'est toujours un peu embêtant sous cabot, c'est grave bien infectable d'avoir ces infections-là sans aucune explication.
Je n'ai pas vraiment d'idée. Je sais, de mémoire, je ne sais plus s'il y a des pharmacodynamiques qui ont été faites, notamment en fin de dose. En théorie, il n'y a pas de fin de dose et les intervalles d'injection sont bien respectés. Ça demanderait de l'étudier quand même. On avait vu avec la RIPI notamment des infections en fin de dose avec des sélections de résistance. Donc, est-ce qu'avec des métabolismes un peu particuliers, et ça malheureusement, je ne suis pas sûr que ça ait été fait dans cette étude-là et chez ces patients-là. Je ne crois pas qu'ils présentaient de mutation aux anti-intégrases dans mon souvenir, mais on n'a pas les données ni de résistance, ni de dosage de médicaments. Peut-être qu'elles vont être disponibles, mais pour l'instant, on n'a absolument aucune donnée sur ces 5 participants. Moi, c'est la seule chose que je peux envisager. Alors, soit c'est qu'ils ont croisé un qui va pas sur mon côté, mais c'est quand même pas hyper fréquent. Soit c'est une fin de dose de contamination juste avant l'injection du mois d'après. On va pouvoir ça, mais après, c'est du théorique pur. Voilà. Merci Martin. Donc Mamadou est revenu avec nous. Donc je vais poser la question qui était posée par un des auditeurs. Quels sont les facteurs qui rendent les gens plus vulnérables au VIH dans les débarcadères dont vous avez parlé? Pour la question, je voudrais d'abord… Alors la question était, vous avez présenté des résultats sur les facteurs de vulnérabilité au VIH. Et quels sont les facteurs qui sont spécifiquement retrouvés dans les débarcadères? La question, je voudrais, avant de répondre à la question, d'abord remercier les organisateurs de l'AFRA-VIH, non seulement pour la qualité de l'organisation, mais aussi pour nous avoir permis justement de présenter ce travail que nous avons mené dans le débarcadère de Conakry. Alors, pour revenir justement sur cette question, le bas niveau d'instruction retrouvé chez la plupart des personnes vraiment principales, je l'ai dit au cours de ma présentation, d'information, d'éducation dans cette population ont été les facteurs les plus fréquemment retrouvés. Vous me confirmez, parce que ça a coupé par moment, ce que vous avez dit, c'est le niveau d'instruction et l'éducation qui sont les principaux facteurs, c'est bien ça? Le niveau d'instruction, on a trouvé que, si vous avez vu mes diapositives, près de 2 tiers qui n'avaient pas dépassé l'école primaire. Ok, merci beaucoup. Romain, est-ce que tu enchaînes sur une autre question? Oui, je vais en profiter pour poser une question à Mariette. J'espère que Mariette, vous m'entendez. Merci pour les résultats que vous avez présentés. Donc, c'était très intéressant. Et je me posais la question, en regardant la vie sexuelle des adolescents et des jeunes adultes dont vous parlez. Est-ce que vous discutez de la PrEP au Bénin et qu'est-ce que vous envisagez de pouvoir l'implémenter, notamment parmi les jeunes qui présentent des sexualités les plus à risque de transmission du VIH? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, c'est vrai que depuis des années, nous travaillons vraiment avec la cible jeune sur les questions de santé de reproduction et nous sommes vraiment intéressés à ce lien-là entre la promotion des méthodes modernes et justement la prévalence au VIH parce qu'on s'est rendu compte dans nos entretiens avec les jeunes justement qu'ils ne font plus l'usage systématique du préservatif et dans le même temps au pays, il y a une sorte de baisse des allocations, en tout cas des financements loués à la lutte contre le VIH. Alors, ce que nous comptons déjà faire, déjà avec les résultats que nous avons reçus, c'est déjà un travail au niveau de l'ONU-SIDA au Bénin, où on a présenté ces résultats, ce qui a aussi amené l'ONU-SIDA, en tout cas au Bénin, à pouvoir se pencher davantage sur la question
dans la couche, au niveau de la couche des jeunes de 15 à 24 ans. Et donc, il y a tout un plan que nous avons prévu au niveau national dans quelques départements déjà du pays, où nous avons déjà commencé par des activités déjà de sensibilisation avec les jeunes au niveau des centres jeunes qui sont en même temps dédiés à des aspects de santé reproductive, donc des séances de sensibilisation avec ces jeunes-là. Et puis aussi au niveau de l'État, pouvoir positionner vraiment le préservatif comme le premier moyen de protection des jeunes et non pas faire le focus que sur les autres méthodes modernes, j'allais dire, de contraception. Donc, outre les séances de sensibilisation avec les jeunes, le service offert vraiment pour les jeunes, c'est positionner vraiment le préservatif pour les aider vraiment à pouvoir prendre conscience des risques qu'ils encourent au quotidien. Les séances de sensibilisation ont aussi cette opportunité-là où nous avons les personnes vivant avec le VIH qui viennent vraiment témoigner à visage découvert. C'est vrai que tout ce qui est stéréotype aujourd'hui a beaucoup plus évolué, où on n'a plus vraiment peur de vivre avec eux. Donc, ils ont aussi cette possibilité-là, cette facilité-là, j'allais dire, à pouvoir converser directement avec les jeunes pour qu'ils soient vraiment conscientisés. Et donc, oui, on espère vraiment continuer ainsi, tout en espérant également que ça puisse vraiment porter ses fruits. Voilà, merci. D'accord. Merci Okay. beaucoup, Mariette. Juste une question pour rebondir. Est-ce que lors de ces entretiens, est-ce qu'on leur donne des préservatifs gratuitement ou pas? Oui, on donne les préservatifs et au Bénin, ici, il y a un préservatif qui est beaucoup plus utilisé par les jeunes. C'est le Cool Condom, un préservatif qu'on a vraiment positionné pour les jeunes parce que le préservatif, ce préservatif, au fait, a été mis sur le marché par PSI et sur la base d'une enquête avec les jeunes. Parce qu'on sait que les jeunes n'utilisent pas le préservatif, on leur a demandé au travers des questionnaires, si vous devez utiliser le préservatif, quel genre de préservatif vous allez utiliser. Donc, à partir des réponses fournies par les jeunes, ce préservatif a vraiment été positionné, mis en place pour les jeunes. Et donc, il y a dans les centres que nous distribuons les préservatifs aux jeunes. Et au niveau des pharmacies également, on fait ce travail-là avec les pharmaciens pour que les jeunes ne soient plus stigmatisés quand ils viennent demander le préservatif. Parce qu'il y a cet intérêt-là aussi que les jeunes ont dit, oui, on veut utiliser le préservatif, mais on a peur d'aller au niveau des pharmacies parce que, ben voilà, on a peur du regard des adultes. Donc, il y a ce travail-là qu'on fait également au niveau des pharmacies pour que les jeunes n'aient plus peur, voilà, en y allant. Donc, le préservatif est distribué aussi. Donc, ça répond complètement à une question qui était posée sur le fil de questions qui était est-ce qu'il existe un programme communautaire qui facilite la prise en charge donc probablement des adolescents et des jeunes adultes au Bénin? Donc, la réponse est clairement oui, puisqu'il y a beaucoup de choses facilitantes dans cette optique. Oui. Charles, j'aurais une question pour toi. Donc, tu nous as parlé des 4 IST qu'on rencontre fréquemment, donc gonocoque, chlamydia, mycoplasma genitalium et la syphilis. Est-ce que tu peux nous dire un mot est-ce qu'il y a une crainte d'avoir des IST émergentes? On a entendu parler des shigelles, par exemple, très résistantes aux antibiotiques. Est-ce qu'il y a des pathogènes comme ça qui ont mondialement ou localement qui sont des sources d'inquiétude actuellement? Oui, merci Romain. Donc oui, on avait communiqué sur les entérobactéries sexuellement transmises multirésistantes et en effet, il y a eu sur Bordeaux et d'autres grandes villes des épidémies de Shigella XDR où la ceftriaxone reste le dernier antibiotique actif. Plusieurs l'ont décrit dans plusieurs pays, avec des publications dans des revues internationales avec de la biologie moléculaire qui montre que c'est bien une dissémination clonale, ce qu'on avait fait à Bordeaux avec le Centre national de référence. Et après, la problématique des autres agents moins connus d'IST, on a fait récemment une petite revue pour médecine et maladies infectieuses que sont Hémophilus ou d'autres corinébactéries qui peuvent aussi avoir des multirésistances et notamment céphalosporines de 3e génération, ce qui pose parfois souci pour traiter ces urétrites un peu traînantes et multirésistantes. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'épargner au maximum les macrolides, à la fois pour mycoplasme, mais également pour les entérobacs, comme on a dit, Shigella, salmonelle, et il y a beaucoup de papiers décrits sur ces problèmes de résistance. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et là aussi, un travail de prévention en expliquant les pratiques à risque, parce que souvent les gens, quand on les voit en consultation PrEP, quand on leur pose des questions sur les pratiques, ils se demandent pourquoi on leur pose des questions. Parce que bon, en dehors de la fellation et de la pénétration, mais en leur expliquant que finalement, certaines pratiques peuvent être à risque à la fois d'IST, mais d'autres bactéries, quoi. Ou virus, quoi, les bactéries.
Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un panorama assez large des IST d'une façon très générale en France, mais dans le monde entier, et particulièrement en Afrique de l'Ouest dans cette session. Jade, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Juste dire qu'on est plus de 118 personnes connectées pour cette session, donc c'est plutôt bien. Remercier les orateurs invités et ceux qui ont soumis des résumés qui ont été sélectionnés. Remercier Romain pour la comodération et vous dire qu'on est très heureux qu'on ait pu quand même maintenir cette conférence, même si on aurait tous préféré être à Dakar, mais ce n'est que partie remise. Et on vous encourage à assister au reste des sessions de la journée et de demain matin parce qu'il y a encore beaucoup de choses très intéressantes au programme. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne Merci journée, beaucoup. à bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.